Donc vous voyez là-haut l'équipe de gamins qui était rue Lauriston en 83-84. Voilà, et de la société Créalude. Alors j'avais créé la société parce que j'ai recommencé à toucher à un ordinateur, donc un Apple II, que j'ai acheté en décembre 79. Vous allez pouvoir me donner son nom. Il y avait un revendeur qui était Porte-Ballard. Et puis après, il s'est mis à vendre. Il est venu dans le centre de Paris. Ça vous dit rien? C'est pas Sonotech? Pardon? Ce n'est pas Sonotech? Non. En 79, j'étais pas en France. Bon. Moi, je t'ai pas né. La première adresse? Hein? C'était sa première adresse, il avait un magasin, il vendait des Apple II, il était le premier à vendre des jeux, à vendre des tas de choses. Hillel, voilà. Hillel. Bravo. On voit qu'on est de la même génération. Oui, tout à fait. On ne peut plus l'ignorer. Voilà. Alors, en fait, j'avais cette société, j'avais déjà commencé à la créer avant, parce que j'avais fait de l'informatique dans une école d'ingénieur, mais c'était des paquets de cartes avec des trous, vous savez. Et puis, j'y ai plus touché pendant toutes les années 70. Et pendant ce temps-là, je faisais de la créativité. C'est-à-dire, j'animais des groupes de créativité. Et entre autres, c'était une partie de mon boulot, je créais des noms, des mots, des noms d'entreprises, de produits, etc. Et parfois, c'était extrêmement créatif. Quand Tefal m'a demandé un meilleur nom pour Tefal, qui était plus résistant, je leur ai vendu Tefal Plus. Ils étaient très contents. Et mon premier, mais je vous dis ça parce que c'est très important, c'était ma première utilisation d'un Apple II, parce que la création de noms, ça se fait en groupe. On prend des gens qui sont un peu créatifs, qui ont des idées aberrantes, et on lance des noms, etc. Et donc, j'avais un Apple avec un écran couleur dans un coin, et c'était un participant supplémentaire. Et donc, je lui donnais quelques mots qui allaient dans le sens du produit, et paf, il me sortait des mots en combinant les syllabes. J'avais bidouillé un peu pour que ça soit prononçable, que ce ne soit pas vraiment n'importe quoi, et ça marchait. Et alors surtout, ça marchait bien à cause d'un produit extraordinaire pour l'époque, qui marchait dès les années 80, qui s'appelait Higher Text. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est au lieu de faire les trucs ignobles qu'on voit quand on fait du basique, hein, c'est-à-dire les caractères qui étaient de base dans l'Apple II, ça sortait des caractères graphiques. Et on pouvait même en fabriquer à soi, mais il y avait aussi un certain nombre de polices, dont celle que je vous ai montrée tout à l'heure et que j'utilise. Voilà. Donc, ça a été la première preuve que l'Apple II pouvait être vraiment, utilisé, et permettait de tout faire. Et je rends hommage en passant à Roland, que quelques-uns d'entre nous ont connu personnellement. Et Roland était, après Hillel, dans les années qui ont suivi, pour les meilleurs d'entre nous, vraiment le véritable revendeur d'Apple. Mais il fallait savoir, parce qu'il était au 2e étage de la rue de Metz, et on ne pouvait pas rentrer n'importe comment parce qu'il était au-dessus d'une banque. Donc il ouvrait... Surtout parce qu'il faisait un support de jour et de nuit, on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure, ça ne le dérangeait pas, et il dépannait par téléphone, parce qu'il savait très très bien tout ce qu'il y avait sur la carte. Et quoi qu'on lui dise, il dit « Ah ouais, je vois ce que tu as. Alors regarde en haut à droite, tu as un truc là, appuie dessus, tant que tu peux, c'est pas grave. T'entends un clic, ah ouais, c'est qu'il était mal mis, tu vas voir, ça va marcher. » Et ça marchait. Alors Innovatron, évidemment, Roland a été connu pour autre chose ensuite, mais il l'avait déjà fait. Il avait déjà fabriqué la puce, la fameuse puce des cartes à puce, mais il n'avait pas de clients.
il a mis des années et des années avec des associés à qui il a lâché une grande partie de ses revenus, mais pour tenir le coup, et trouver ses premiers clients, le premier client ayant été France Télécom. Il faut lui rendre hommage aussi, malgré tous leurs défauts. Alors, ensuite, ce qui m'a aidé à continuer sur Apple, ça a été des grandes pages qui sont parues, là aussi peut-être qu'il n'y a aucun souvenir parmi vous, mais des grandes pages, de pleines pages qui sont parues dans les journaux, Le Monde, Libé, tout ça. Matra achète, enfin Matre, Lagardère disant qu'il avait créé une maison d'édition française pour des auteurs français de micro-informatique, et il cherchait des auteurs. J'ai répondu, et on s'est entendu, et donc j'ai fait un premier logiciel, qui s'appelle Naja. Et après, ça a tourné court, et après ils ont surtout traduit des logiciels de Spinnaker. Alors Naja, j'ai pris un plaisir extraordinaire à faire Naja, peut-être plus que les joueurs et les acheteurs. Je vais essayer de vous montrer voilà, ici. Faudrait que je... Voilà. Non, je trouve ma souris. En fait, moi, je ne l'avais pas vu depuis des années, et je l'ai... là, ce qu'on pouvait faire avec l'Apple II en 83. Alors, je vous montre ça parce que je vais vous raconter une anecdote. Pendant que je le développais, un copain m'a emmené à Boston, me présenter chez Spinnaker. Et donc, je suis venu avec ma disquette, c'était en cours de développement. J'ai mis ma disquette dans le lecteur, et puis on a vu ça, y compris ce qui va suivre, là. Mon nom est apparu brillamment, vous voyez que je savais programmer. Et là, ça s'est arrêté, on n'a rien pu voir d'autre. Tout Spinnaker était venu, il a dit, ouais, il y a un Français qui montre un logiciel génial, oh j'arrive avec ma chaise et tout. Il y avait une douzaine de personnages importants, c'est tout ce qu'ils ont vu. Bon, puis après, voilà, on choisit. Alors oui, le défi que je m'étais donné, c'est de jouer d'une manière active avec des mots. Voilà. Et Naja vient du fait que le mot se déplace. Là, c'est le départ. On explose les lettres et le mot doit aller retrouver ses lettres pour gagner. Avec des obstacles, des bombes qui font reculer ou avancer les lettres, etc. Bon, je vais arrêter parce que... Voilà, je reviens. Voilà, donc dans une belle boîte, ça c'est ce qu'on voyait, et c'était programmé tout ça en basique, avec quelques pics et pokes pour faire le début du rideau qui s'ouvre, mais quand même entièrement en basique. Je m'étais refait une sorte de préfiguration d'OpenGL pour pouvoir faire des matrices de trucs qui bougent. Et voilà. Donc ça va amener des larmes à ceux qui travaillaient à l'époque. Hein. Les logiciels et surtout les références de Beagle Bros qui donnaient tout ce qu'il fallait comprendre, tout ce qui était caché dans la machine, et qu'on avait plaisir à accéder. Et alors, sur la foi de ça, on s'est mis à faire autre chose. On a, avec mon équipe et surtout les graphistes,
on a inventé une ville qu'on a décrit sur 3 siècles, le 20e, le 18e et le 16e. Et trois couches dans le temps de cette ville. Et on l'a, grande première, on l'a installée à Pompidou pendant 3 semaines. Et ce qui est important, c'est que c'est la préfiguration des mondes virtuels. C'est-à-dire c'était un véritable monde virtuel. Il y avait 4 consoles qui communiquaient entre elles, non pas par un serveur, parce que je ne sais même pas si on connaissait le mot à l'époque, enfin pas moi, mais on avait un disque dur commun, tout le monde accédait au même disque dur, et c'est là qu'on allait voir ce que faisaient les autres, où en étaient les autres, on y allait voir toutes les secondes ou toutes les demi-secondes, et on pouvait se rencontrer. Et se parler par clavier. Plus tard, quand ça a été mis au Futuroscope, il y a eu la sono, on pouvait se parler avec un micro et des écouteurs. Mais ça, j'ai plus trace de ça, et ça n'intéresse même pas le Futuroscope d'en parler. Voilà, donc là, ça doit être assez difficile à lire, mais ça explique, si vous voulez, qu'il y avait déjà conscience à l'époque qu'on était en train de faire quelque chose de totalement nouveau, qui était un monde qui existait là-bas, au-delà de l'écran, un monde virtuel, où qui persistait même si les joueurs n'étaient plus là pour s'en servir, et où on pouvait retourner, et où on pouvait surtout se rencontrer. Alors, voilà, c'est les images qu'il y avait de ces des différentes époques. Et comme vous pouvez l'imaginer, je ne sais pas si vous voyez suffisamment ce qui se passe en haut à gauche, c'est ce qu'on a appelé la place de la Veuve. Vous voyez pourquoi, enfin, vous reconnaissez qu'il y a une guillotine. Et le but du jeu, c'était de se rencontrer place de la Veuve, mais d'y aller à 2. C'est ça qui était intéressant. Il fallait rencontrer quelqu'un dans le jeu qui accepte de jouer avec vous, et aller ensuite place de la Veuve. Et il y avait à chaque siècle un passage temporel qui permettait de changer de temps. Et c'était financé, j'avais trouvé des finances auprès du CNET, le centre de recherche de PTT, et qui était aussi conscient de faire quelque chose qui préfigurait l'avenir, un monde virtuel où les gens se rencontreraient, et il pensait faire quelque chose qui après s'est appelé, comment ça s'appelle maintenant, Second Life, voilà. Alors, autre chose qu'on pouvait faire, on pouvait laisser des graffitis. Vous pouvez taper quelque chose sur un mur et ça restait. Et dans les jours qui suivaient, si quelqu'un passait par là, il voyait le graffiti. Ouais, le monde persistant. Voilà. Alors, donc, Ça, c'était l'idée. un vrai monde persistant. Et le CNET avait missionné une sociologue qui a assisté au jeu des divers joueurs à Pompidou et qui en a fait qui a pondu un rapport et qui a dit on a la présence d'un véritable monde car il y a les 3 sortes d'habitants. Il y a les travailleurs, ceux donc qui regardent quelle est la règle et puis je vais suivre et je vais y arriver. Il y a les touristes qui viennent se bagnauder, se promener, regarder, faire du lèche-vitrine. Et puis il y a les dragueurs, disons les socialisants, qui cherchent à rencontrer des gens pour faire connaissance et se trouver des copains. Voilà. On rencontrait des êtres tout à fait étranges au fond de certaines rues. Alors voilà les plans. Voilà. Et les tout premiers avatars de l'histoire de l'humanité. On choisissait un avatar et c'est ce que voyaient les autres joueurs. Bon là, vous pourrez le voir si c'est mis sur le site, un peu les conclusions de là, ça a été ça a été affiché, mis en marche en plusieurs endroits, à part la BPI, dans le Ludéo dont je vais parler tout à l'heure, à la Cité des Sciences de la Villette, et ensuite sous une forme que je vais vous montrer tout à l'heure, en public, dans des lieux publics, mais quand même protégés,
à Montpellier. Une expérimentation pilotée aussi par le CNES et au Futuroscope. Voilà. Alors, entre ça, c'était ce que je vous ai montré à Pompidou, c'était en octobre 84. Et en décembre 84, j'ai eu la possibilité de faire, ça aussi, ça semble tellement évident maintenant, mais ça ne l'était pas du tout, fallait avoir envie de le faire, le premier salon du jeu vidéo. On n'avait pas fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux véritablement vidéo sur le marché, mais enfin bon, voilà, on a fait un salon. Et il faut dire que le contenu était assez pauvre, enfin il y avait ce que j'avais fait et puis d'autres choses, mais ça existait. Et c'était sur le parvis de la Défense, à l'endroit où vous allez développer plein de choses avec l'arc. C'est fin 84. Alors là, on a saisi l'occasion de faire, d'utiliser un produit de Roland. Comment s'appelait ça? Appletel. Voilà, Appletel. Ça permettait de se connecter sur le réseau, vous voyez, voilà, d'avoir du son, de se mettre sur le vrai téléphone, et puis de sortir dans la vidéo conçue par les PTT, ou le CNET. Et donc, je me suis dit, tiens, une idée marrante, on va voir si on ne peut pas jouer en réseau par le téléphone, et faire des jeux graphiques comme ça. Donc, j'ai envoyé quelqu'un, d'abord on a programmé, et puis là, c'est pas moi qui l'ai programmé, c'est un type assez doué qui s'appelait Serge Hervy. Et donc, on a concocté ça ensemble, et en assembleur, il a utilisé ce qu'il y avait sur la carte de Roland, et donc on a fait deux jeux. Celui-ci, qui est un jeu où en simultané, vous voyez, le téléphone c'est le joueur qui n'est pas là, et la main c'est moi. Et on voyait tous les mouvements de tout le monde sur les deux écrans en même temps, et c'est à qui mettrait le plus grand nombre de bonnes pièces au bon endroit du puzzle sur le carré final. Et autre jeu, un jeu de morpion. On a pris les bases, quoi, hein. Donc c'était un peu une proof of concept de ce qui pouvait se faire plus tard. Et puis on a fait aussi une autre chose qui ensuite a été au Futuroscope, c'est on a utilisé la célèbre RS-232, ça c'était un mot magique, ça, avec la RS-232 on pouvait imaginer un monde, on pouvait surtout agir sur l'extérieur avec l'Apple II. Il y a un nombre incroyable de cartes qui ont été bidouillées qui permettaient de faire des tas de manips extraordinaires qui allaient de la médecine à l'architecture, à n'importe quoi, avec la RS-232. Alors nous, ce qu'on a fait avec la RS-232, c'est qu'on est entré dedans avec 8 joysticks, donc 8 joueurs différents, qui jouaient par équipe de 2, et le but était de se rencontrer, sans toucher un joueur adverse. Parce que si on touchait un joueur adverse, les deux retournaient à leur point de départ, et il fallait recommencer. Voilà. Alors, ensuite, le CNES était sympa, ils avaient envie d'aller plus loin, donc ils nous ont demandé si on ne pouvait pas faire mieux que les graphiques que vous avez vus tout à l'heure, qui étaient quand même ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et on a mis au point une autre technologie complètement différente. On a dessiné, on a inventé un monde un peu comme celui que vous avez vu, mais dessiné à la main sur des cartons, avec colorié et tout par un petit groupe d'artistes que j'ai enfermé pendant un mois ou deux dans un petit atelier, et ils ont fait ça. Alors là on a changé un petit peu d'optique pour donner un peu de piment. On partait du présent, et il y avait le futur et le passé. Et il fallait, le but était toujours le même, il fallait trouver quelqu'un avec qui aller dans le passé en passant par le futur.
Et voilà les consoles que j'avais fabriquées, que j'avais fait fabriquer, c'est pas moi qui les ai fait. Il y avait un siège qui était assez confortable, un écran, un clavier pour communiquer, etc. Et voilà le genre d'image qu'on a fait. J'ai encore les images de base. Alors les images, il fallait faire avec ce qu'on avait à l'époque. Donc on les photographiait. On ne parlait pas de scanner. Il y en avait peut-être, mais on les avait pas. En tout cas, moi, j'en avais jamais vu. On les photographiait. On avait un stock de diapos. Et ces diapos, alors il y avait quand même un scanner à diapos. Oui, c'est ça, ça existait. Et ça scannait les diapos et on les mettait sur un vidéodisque analogique. À l'époque, il n'y avait pas de digital. Mais on pouvait y accéder quand même on pouvait accéder écran par écran. Et donc, on avait un programme qui, au lieu d'accéder au disque dur, accédait à chaque écran, aux écrans, et on se baladait comme ça, on se rencontrait, etc., avec ce genre d'image. Ce qui est en bas à droite, c'est les portes temporelles, voilà, science-fiction bon marché, pour figurer. Voilà. Donc c'est... Oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre c'est ça qui a été mis en... Je remonte la console, voilà. Parce qu'il y a une chose que je n'avais pas... Voilà. Vous voyez, là, c'est une fente parce que c'était une machine à sous, en fait. Le CNED voulait voir si les gens étaient prêts à payer pour se balader dans un monde virtuel. Ils sont vraiment vénales. Ah bah, c'est les PTT, hein. Eh oui, c'est les PTT, c'est le Minitel, c'est voilà, c'est la France. Oui, ça coûtait cher, ça, le Minitel. Oui, bah oui. Mais enfin, si c'était le Minitel qui faisait Internet, on aurait moins de problèmes de piratage. Reconnais-le. Voilà. Alors, parallèlement à ça, moi j'avais assez envie de faire une expérience de saison en assembleur. Et puis comme j'aime beaucoup la musique, j'ai fait donc un programme d'écriture de la musique graphique. Si je pouvais vous le montrer, mais là peut-être qu'on le verra en bidouillant. En fait, bon, je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas de souris, il y avait le joystick, et donc on pouvait avancer note suivante, on montait ou on descendait pour la mettre à la hauteur qu'on voulait jouer, et en appuyant sur le bouton et en montant et descendant, on changeait la valeur de la note, la durée. Et aussi, cerise sur le gâteau, on pouvait, à la place de notes, mettre aussi des bruits. Là, l'écran est fait pour montrer cette partition où certaines notes sont des bruits. Là, c'est n'importe quoi, hein, c'est pour se marrer, mais il y a un coup de cymbale, une bombe, une sirène de bateau, etc. Et un que j'aimais beaucoup, mais lui qui était programmé, c'était le feu de bois dans la cheminée. Alors, le feu de bois dans la cheminée, en fait, il était synthétisé, c'était des bits envoyés au hasard. C'était le feu qui craquait dans la cheminée. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure pour Naja, parce que je n'avais pas d'image pour le montrer, mais j'avais fait un truc très amusant, mais un peu perturbant, qui était que j'avais besoin de place parce que les mots étaient vérifiés à la volée dans un dictionnaire. Il fallait que je mette mon dictionnaire quelque part. Je me suis dit, mais bon Dieu, il y a le DOS qui ne sert plus à rien une fois qu'on a mis le jeu. Donc je décrochais le DOS, j'enlevais ça n'a pas été facile, parce qu'il y a beaucoup d'accès au DOS dans un programme, y compris basique. Enfin, j'arrivais à le décrocher, et je collais mon dictionnaire là, et puis je pouvais programmer, je pouvais naviguer facilement. Voilà. Alors, bon, je me suis bien amusé ensuite pour Moderato à faire de l'assembleur 6502. C'est un grand souvenir. Et voilà, au passage, les instructions du 6502 fournies aimablement par les Beagle Bros.
Pour ceux qui ne savent pas, ces fiches-là étaient gratuites en fait. Elles étaient données dans des vrais programmes, dans des disquettes vendues par Beagle Bros, qui étaient des jeux, des utilitaires, etc., etc. Et bien sûr, on s'empressait de les reproduire, de les photocopier. Voilà, alors, après, il nous est venu à l'idée qu'il y avait besoin, et puis aussi en parlant avec Jean-Louis Gasset, qu'il y avait besoin pour, au moins pour le public français, d'un logiciel qui exploite à fond les possibilités graphiques. Parce qu'il y avait la menace de l'Amiga qui arrivait, qui faisait déjà des choses pas mal. Et puis il y avait la carte Chamauve. Et donc on s'est plongé là-dedans. Et surtout, on avait eu vent qu'il était possible sur la page graphique. Vous savez, je vous rappelle comment ça se passait, le graphisme sur un Apple II. Il y a 2 pages mémoire qui servent à nourrir l'écran. Et l'écran voit une des pages, celle qu'on veut, et il y a un switch qui fait balancer sur la deuxième. Et l'astuce quand on fait du graphisme et de l'animation, c'est pendant qu'on voit une des pages, on change l'autre et on la monte quand elle est prête. Et on alterne comme ça, et ce qui fait qu'on a une impression de continuité terrible. Maintenant, les processeurs vont tellement vite qu'il n'y a plus besoin de faire ça, on le fait pendant le rafraîchissement, mais à cette époque-là, c'était la seule façon de faire, parce que ça pédalait quand même. Alors ça allait plus ou moins vite, mais de toute façon, il n'y avait aucune saccade. Et en plus, ça a été évoqué là tout à l'heure dans la conversation, les pixels pairs étaient bleus ou rouges, ou noir et blanc, si vous voulez. En fait, 2 pixels allumés côte à côte, ça fait du blanc. 2 Ah, c'est ça, voilà. Ça fait du noir. Ah. Ensuite, 1 sur 2 est noir, pardon, rouge ou vert. Oui. Et puis après, il y a du cyan et du bleu. Voilà. Et ça dépend d'un des bits sur l'octet, Voilà. qui indique comment ils vont être. Donc en fait, quand les gens voulaient faire du blanc, les traits blancs sont épais parce que c'est toujours 2 pixels que les côtes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le processeur graphique après qui traite. Hein. Oui. Voilà. Oui, mais enfin, il faut préparer la page. Ah, pour mais qu'il- c'est compliqué à créer une page. Il n'y a pas que ça, puisque en fait, au niveau de la page, les pixels ne s'alignent pas de façon continue. La première ligne apparaît, si Oui. on continue à remplir, la ligne suivante apparaît beaucoup plus bas, pas immédiatement Oui, après. oui. Et puis ça s'intercale. Si on remplit vraiment la zone de la page graphique, on remplit chaque octet Oui. avec FF par exemple, et ben on va voir que, ok, la première, et puis d'un coup ça saute. Et puis là, et puis ça revient un peu au milieu. Voilà. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le bazar? Et oui, rien n'est câblé tout droit au niveau Oui, oui. de la vidéo. Il faut se faire une matrice d'adresses et puis Alors soit il les faut se faire un adresser. tableau, soit il y a une routine à l'origine qui est dedans, qui fait en fait des décalages et des rotations sur l'adresse qu'on veut utiliser et qui est reconverti en fait, ce qui traduit pour le matériel ce qu'on veut faire au niveau logiciel. C'est chiadé. Absolument. Beaucoup de choses chiadées de toute façon. Alors ça, c'était le truc de base dont tu parles, avant le chameau. Et alors, Oui. et alors après, on a eu vent que, en fait, à Cupertino, ils avaient prévu qu'on puisse faire 2 choses pour l'Apple IIc, c'est-à-dire soit 16 couleurs, soit très haute définition noir et blanc. Et si on se débrouillait bien, on pouvait sur un même écran avoir les deux, à des endroits différents. Mais... Et on a aussi un mode de définition sur l'Apple II, on l'utilise peu, hein, on ne l'a Oui. jamais utilisé pour des jeux ou quoi que ce soit, c'est quasiment pas utilisé. Mais il y a une pub assez classique où on a une grille géométrique Oui, qu'on voit, qui est en très haute résolution. Parce qu'en fait, on a plusieurs modes vidéo. On a ce mode haute résolution en noir et blanc, on va dire, ou plutôt noir et vert, parce que le moniteur est affichant souvent en vert ou en ambre. Mais après, on a donc des modes graphiques full, c'est-à-dire haute résolution, enfin, après la résolution habituelle du jeu. On a une basse résolution, et après on a des trucs intermédiaires avec des zones de texte. Avec des zones de texte en bas. On peut jouer sur tout. Hein. Par exemple, le petit jeu qui a été développé tout à l'heure, au lieu d'avoir une page graphique et derrière ensuite une page texte, on aurait pu faire le mode mini graphique avec 4 lignes de texte en bas et puis ça pouvait le faire aussi.
Aussi, oui. Ouais. Bon, toujours est-il qu'on a développé donc, ce qui s'est appelé Ecstasy et qui, la dernière année, a été automatiquement dans la boîte de vente, dans le package de l'Apple IIc. En France. En France, oui. Ouais. Voilà. Alors, ouais. Ce qui est Ecstasy. Alors, bon, bah, vous voyez, ça tranche carrément sur ce que je vous montrais tout à l'heure. Hein. On peut faire beaucoup plus de choses. Voilà. Alors, ça c'est autre chose. Je vais immédiatement... Là, voilà. Voilà ce qu'on pouvait faire avec Ecstasy, qui est quand même... bon, évidemment, on ferait beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'est l'équipe de la dernière année de Créalud. On était plus nombreux. On était... C'est 3,9 et 3,12 et 3,15. On était 19 là-dessus, 20 peut-être. Voilà. Et on voit que, justement, on voit bien le mélange de toutes les couleurs avec le graphisme haute résolution, absolument nécessaire pour me faire une barre. C'est là, voilà. Enfin, l'Apple IIgs est arrivé et Apple France a bien voulu nous missionner pour que cette machine sorte avec quelques premiers logiciels. Donc, on a conçu un truc que j'ai appelé en France Sherman. C'est en fait un PowerPoint, hein, mais avant la lettre. Après, M. Bill Gates a tout volé. Enfin, disons, il s'est inspiré. Et voilà. Et ça, en France, c'est jamais sorti, je crois. Je crois que ça n'a pas été vraiment édité en France, Sherman. Pas encore. Hein? Pas encore. Ah voilà. C'est peut-être temps de le faire. Fais gaffe, parce que là, par contre, Bill Gates t'a attaqué parce que tu es en train de copier PowerPoint. Mais donc j'étais en contrat avec Broderbund, qui, comme vous savez, ils n'étaient pas dans la Silicon Valley. Ils étaient au-dessus de San Francisco, à un endroit beaucoup plus sympa, dans les collines. C'était très très chouette. Et donc ils ont changé le titre parce que Sherman, ça n'attirait pas beaucoup d'attention en américain. Show off, c'est un peu l'esbrouf, le spectacle. Et voilà, ça s'est vendu avec l'Apple IIgs, tant que l'Apple IIgs a marché. Voilà un des écrans de fonctionnement. Il y avait des outils, voilà. Mais ça avait toutes les fonctions de base de PowerPoint. On pouvait se faire un fond qu'on retrouvait dans tous les écrans, on pouvait écrire, importer des images, ça pouvait faire... Et même ça a suscité la sortie d'un, c'est pas nous qui l'avons fait, d'un autre auteur qui a fait du matériel pour show off. Voilà, je vous remercie, voilà l'équipe. Si vous avez des questions. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Ils sont partis dans la nature et donc Hervey par exemple, lui il s'est reconverti dans une boîte d'assurance et il programmait des tableurs. Il faisait du basique dans comment s'appelle le truc, hein, dans Excel. Créalud, ça existe toujours. Alors, bon, bah, donc j'ai interrompu la société en 88. Mais puis après j'ai continué parce que j'ai fait travailler pour des boîtes dont je ne prononcerai pas le nom ici. Et puis il y a une période où je faisais encore autre chose. Je fais des bouquins aussi pas mal. Parce que j'ai dépassé les 50. Et puis là j'ai refait une société Créalud il y a 2 ans. Parce que j'en avais besoin pour travailler pour l'administration.
Et là, alors maintenant, mon couteau suisse, c'est Flash. Extraordinaire. Surtout AS3, c'est un très très beau logiciel de programmation. Bon, on l'aime ou on l'aime pas. Il y a beaucoup d'ennemis de Flash, mais je crois qu'ils ont tort. C'est surtout l'utilisation qui est faite de Flash pour faire de la pub, c'est ignoble, bon, c'est autre chose. Mais on peut tout faire. Et là c'est pour dire ce qu'on peut faire avec Flash. J'ai un contrat avec une université pour mettre en ligne des tests pour l'industrie. Et c'est une nouvelle société créée, la 3e. Et le jeu hein? Et le jeu, je pense que tu as beaucoup travaillé sur des musiques, oui. Du jeu. Oui. Tu continues un peu ou... Oui, là je recommence à en faire. Entre-temps, j'en ai fait sur l'iPhone. Il y en a un qui est sur l'iPhone depuis des années, et là je suis en train d'en faire de nouveau. J'en ai plusieurs en gestation, et ceux qui ont envie d'être parmi les premiers testeurs peuvent me le dire. Voilà. C'est toujours difficile de savoir si c'est suffisamment compliqué ou pas assez pour ajuster le niveau. Hein. Vous connaissez bien le problème. Voilà. J'essaie de faire des jeux graphiques. Enfin, moi je ne fais pas des jeux d'aventure pour l'instant. Je fais plus des jeux de réflexion. Mais avec de l'action aussi. Bon, merci. Hein.